Bonsoir Ouagadougou, bonsoir Lomé, bonsoir Cotonou, Accra, Abidjan, Niamey, Lagos. Bonsoir à toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et La Voix du Peuple sur Radio Avouleté. Lundi 8 décembre, très tôt le matin, le gouvernement du président Patrice Talon a été secoué par une tentative de coup d'État militaire qui a été vite maîtrisée grâce à l'intervention d'une armée étrangère de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria. Depuis lors, le calme est revenu dans tout le pays. Il est à rappeler ici que le dernier coup d'État militaire au Bénin remontait en 1972. Mais pourquoi une tentative de coup d'État militaire à 4 mois des élections présidentielles où le président Patrice Talon n'est pas candidat? Que comprendre de l'intervention militaire du Nigeria pour sauver Patrice Talon? Une grande partie de l'armée béninoise a-t-elle lâché Patrice Talon? Eh bien, amis auditeurs de Radio Canal K de Radio Avouleté, vous qui devez tapoter et partager cette émission, autant d'interrogations auxquelles vont tenter de répondre nos invités panafricains dans le Burkinabé Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Et bonsoir à tous les invités, à tous les auditeurs et auditrices. Merci. Adama Coulibaly est président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Dans cette émission, également, deux panafricains togolais. D'abord, Tché Nyamasali, Lorsonelo Refoumé et Hegonali. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les panélistes, à tous les collaborateurs de Radio Avouleté, Canal K et la Radio de la Résistance. Salut à tous les panafricains, tous les panafricanistes, à tous les prisonniers danseurs à cette émission. Je pense que c'est une émission qui nous permettra d'apporter une grille de lecture autour d'un petit peu de Merci pour D'accord. Tu peux revoir un petit peu votre son parce que votre son est un peu fait par rapport à Adama Coulibaly, je ne sais pas. Au début, c'était bien. Alors, merci. Thierry Nyamasali Lossonelou, leader panafricain, analyste politique de la diaspora togolaise également. Vous êtes très actif par rapport à cette lutte que mène le peuple togolais depuis de longues années contre la plus vieille des dictatures en Afrique, notamment au Togo. Dans cette émission également, un leader d'opinion de la diaspora en Allemagne, Rufin Ganda. Bonsoir. Bonsoir mon cher Amos, bonsoir mes chers frères, les invités, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio K, Radio Avouleté, bonsoir aux vrais panafricanistes. Merci. Bonsoir à tout le monde. On sait pourquoi vous avez ajouté aux vrais panafricanistes, parce que plus tard on va parler de ce 9e congrès panafricain qui se tient depuis lundi dernier à Lomé au Togo, si on a un peu de temps. Mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est surtout cette tentative de coup d'État au Bénin. Alors en tant que panafricain et en tant que résident de la sous-région ouest-africaine, le Burkinabé Adama Coulibaly, où il y a eu quelques années, au Burkina Faso, il y avait aussi tentative de coup d'État, bien coup d'État. Donc la question de coup d'État refont surface. Alors, vous suivez de près ce qui se passe au Bénin. Vous avez suivi aussi comment Patrice Talon aussi gère le Bénin. Est-ce qu'il le fait bien ou pas? On a vu ses réalisations. Certains Béninois disent que Patrice Talon aussi est un dictateur. Et il a aussi mis à l'écart l'opposition. C'est ce qui se raconte aussi. Alors, tentative de coup d'État au Bénin. Votre analyse de la situation, Adama Coulibaly, ou bien votre première réaction? Merci Amos. Il faut dire que il y a comme une épidémie de coup d'État en Afrique, un peu plus que une certaine, enfin, un peu plus que c'est les 20 dernières années.
Et ce qui est le signe certainement d'une crise profonde, une crise qui est mondiale aujourd'hui et qui se manifeste de cette manière-là dans certains pays en Afrique, dans plusieurs pays d'ailleurs, et à côté des guerres civiles, du terrorisme. Et les coups d'État, les coups d'État ne sont pas forcément l'apanage ni de la bonne gouvernance, ni du progrès pour le peuple. Parce que les militaires, les armées sont là pour défendre nos peuples, pour défendre nos territoires, pour défendre l'intégrité territoriale, mais pour défendre également toutes les personnes qui ne sont pas des chez nous, mais qui vivent sur nos territoires. Donc, le coup d'État, par principe, n'est pas la solution. Donc, il est regrettable de constater qu'il y ait autant de coups d'État et que cela puisse faire des victimes au passage, comme si la crise en elle-même ne faisait pas suffisamment de victimes. Mais c'est la preuve que dans nos armées, il y a une crise. Parce que la crise qui concerne l'ensemble de la société n'épargne pas nos armées qui font partie également de la société. Même si on considère cette composante de nos populations comme étant la grande muette, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes. Les crises les crises qui concernent, les crises d'intérêt. L'intérêt concerne également la haute hiérarchie militaire avec aussi le reste de la troupe. Et entre la haute hiérarchie militaire, eh bien, il y a aussi ces soucis. Rappelez-vous que lorsqu'il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, le Burkina est spécialisé dans les coups d'État, hein, on a eu beaucoup de coups d'État au Burkina. Au Mali, il y en a eu aussi pas mal. Et avant l'avènement des pouvoirs qui sont présents, avant la création de l'AES, hein, eh bien, rappelez-vous que lorsque le MPSR2, qui est au pouvoir au Burkina en ce moment, prenait le pouvoir, eh bien, le président actuel a déploré l'enrichissement rapide de certains membres de la haute hiérarchie militaire, alors que le pays est en guerre. Donc, c'est pour dire qu'il y a les problèmes de la société qui touchent et qui traversent aussi nos armées, qui sont en crise profonde, au même titre que l'ensemble de nos sociétés. Mais est-ce que c'est cela la bonne solution? Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de coups d'État. Prenons l'exemple de ce qui se passe ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé récemment en Guinée-Bissau, eh bien, et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé entre-temps également au Mali, ensuite au Burkina et au Niger, eh bien, en apparence, ce n'est pas de même nature. Mais dans le même temps, eh bien, est-ce que le peuple réellement se satisfont de ça? Est-ce que aussi le fait que les militaires fassent une intrusion de manière aussi brutale dans la vie politique ne signe pas l'échec aussi de la classe politique et des dirigeants qui ont hérité de nos micro-États à la suite de la décolonisation? Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec de tout cela, de cette classe dirigeante, qu'elle soit économique, mais surtout politique, mais également intellectuelle? Qu'avons-nous fait pour en arriver à là? D'accord. Est-ce que pour cela et pour autant des solutions le coup d'État est une bonne solution? On pourrait arguer que Thomas Sankara ça a été une bonne chose, que Jerry Rawlings aussi, mais est-ce que le Ghana va mieux aujourd'hui par rapport est-ce que le Ghana est en dehors de la crise? Est-ce que le Burkina est en dehors de la crise alors qu'il y a le terrorisme encore aujourd'hui? Donc il faut s'interroger sur les formes de gouvernance qui peuvent correspondre à nos situations. Ce n'est pas une question de militaires, mais c'est une question de gouvernance. Exactement. Vous savez que dans nos émissions, nous parlons sans langue de bois. Et nous voulons aller au concret. Parce que sur les réseaux sociaux, ça va très très vite. On ne va pas répéter les mêmes informations sur les réseaux sociaux. Nous sommes une radio professionnelle. Vous aussi, vous êtes très professionnel en termes de sensibilisation au niveau panafricain, partis politiques et autres, dans la sous-région ouest africaine, au Burkina Faso. Alors tantôt, j'ai dit, je viens de dire que Patrice Talon, en termes de gouvernance,
il y a beaucoup de Béninois qui nous ont rapporté que Patrice Talon, quand même, a fait quelques efforts hein, en matière politique, en matière de gouvernance aussi. Et donc, ces actions sont à saluer. Dans ce pays, on sait qu'il n'y a pas de grogne sociale factuelle, hein, même s'il y en a quelques-unes. Et le peuple ne s'est pas soulevé par des manifestations. Patrice Talon n'a pas sorti son armée dans les rues pour mater le peuple et que l'armée est venue en appui. Comme le cas en Guinée-Conakry, où Mamadi Doumbouya avait argumenté son coup d'État en disant que je suis venu faire ce coup d'État parce que j'ai écouté les lamentations de notre peuple. Parce que à l'époque, il y avait eu au moins presque 1 million dans les rues à Guinée-Conakry. Et Mamadi Doumbouya dit non, vous ne pouvez pas continuer à mater tout un peuple. Nous, armés, on va prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas le cas au Bénin actuellement. Est-ce que la situation actuelle au Bénin, le Bénin, la solution, est-ce que c'est ce coup d'État-là? C'est un coup d'État, sans langue de bois. Eh bien, je pense que c'est au peuple béninois de répondre à cette question. Mais je dois immédiatement dire que tout ce qui se passe en Afrique, partout en Afrique, concerne l'ensemble des panafricanistes. Donc, ça nous concerne également. Mais les mieux placés pour répondre à la question, c'est le peuple béninois. Et ses différentes composantes, notamment les animateurs de la vie politique, de l'opposition, et les animateurs également de la société civile. Et est-ce que, effectivement, on peut comparer ce qui s'est passé, ce coup d'État, à ce qui s'est passé tantôt au Mali? Parce qu'au Mali, par exemple, c'est un exemple très parlant. Il y a eu des manifestations, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, et avec une répression féroce, une manifestation dirigée par les M5 RFP, et c'est dans ces circonstances que les militaires ont pris le pouvoir. Donc il y a eu des manifestations politiques, des manifestations de rue, et des manifestations très populaires. Et au Bénin, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'opposition? C'est vrai que le président Patrice Talon, lorsqu'il est arrivé, il a entamé certaines réformes, des réformes politiques aussi. Il a durci les conditions d'exercice de la vie politique, de l'animation politique. Et dans le même temps, ce qu'on a pu constater, c'est que il y a eu certaines restrictions qui font que il n'y a pas beaucoup de manifestations. Est-ce que cela est lié au fait que les conditions sont devenues beaucoup plus dures, plus restrictives, donc une limitation des libertés syndicales par exemple, ou des libertés politiques, ou bien est-ce que c'est parce que le peuple est content? À cette question, seuls peuvent répondre les représentants authentiques. Je vous donne une information. Ceci étant dit, ce n'est pas du tout la même situation que, ça je vous le concède, que par exemple l'exemple du Mali que je donnais tout à l'heure. Parce qu'au Mali, il y a eu des manifestations, des répressions avec des martyrs qui sont tombés, qui ont perdu la vie. D'accord. Je vois que vous n'avez pas répondu directement à ma question, mais je vous donne... je sais pourquoi je vous laisse parler beaucoup, hein, parce que vous intervenez peu ici en tant que panafricain. Les Togolais vont venir plus tard, hein, à Ti et Rufin Ganda, qui sont aussi nos invités, tapoter, partager cette émission, c'est très important. On doit se dire des vérités, nous, Africains. Alors, je sais que vous n'êtes pas béninois. Il revient aux Béninois de répondre à cette question, mais en tant que Togolais, dans la sous-région ouest-africaine, Béninois et autres, on peut aussi faire une analyse concrète et très directe aussi. Alors, je nous informe, mais je vous informe également, et nous avons pris contact avec le parti politique PCB, Parti communiste béninois. Ils ont sorti un communiqué qui nous est parvenu. En résumé, en ce communiqué, le Parti communiste béninois condamne le coup d'État, car pour eux, ce n'est pas la solution. Mais en même temps, ils condamnent aussi l'ingérence d'une armée étrangère. Votre réaction, Adama Coulibaly? Je souscris totalement à cette analyse du PCB. Parce que le coup d'État n'est pas une solution. Ça, je l'ai dit dans ma première intervention. Ce n'est pas une solution. C'est parce qu'il y a une crise de confiance, une crise de gouvernement, une crise de gouvernance, plutôt.
que les militaires eh bien, interviennent dans le champ politique. Sinon, ce n'est pas leur vocation, a priori. Ils savent faire la guerre, ils savent maintenir l'ordre, la discipline dans les camps militaires, mais ce n'est pas leur vocation, n'est pas. Mais parfois, on a tellement serré le peuple, empêché les partis politiques de s'exprimer, que bon, ben, ça se manifeste de cette manière-là. Parce que le peuple s'est exprimé, parfois, les militaires interviennent pour soutenir le peuple. Donc, moi, je souscris totalement à ça. Ce n'est pas la solution, le coup d'État. Par principe, nul ne peut accepter qu'il y ait un coup d'État parce que c'est un coup de force. Pas plus qu'on peut accepter les coups d'État constitutionnels. Ça aussi, c'est des coups de force sans écouter le peuple. Et là, ce qu'il faut rejeter avec avec toute l'énergie qu'il faut, dont nous disposons, c'est les ingérences étrangères. Comment se fait-il Mais le Bénin, que le Bénin fait partie de la CEDEAO. Mais bien sûr. Mais Donc comment se fait-il il y a quand même des accords entre ces États. Il y a des accords, certes, il y a des accords aussi avec la France d'ailleurs. Mais la France... On doit passer la comme bonne CEDEAO, communication. C'est Patrice Talon qui a fait la demande à la d'accord. CEDEAO à travers La- Tinubu. L'armée béninoise, l'armée du Bénin, la République du Bénin, et l'armée nationale du Bénin, ainsi que le peuple béninois, ne peuvent-ils pas régler ces problèmes-là? Il faut dénoncer les interventions étrangères en Afrique. D'autant plus que euh, ce genre d'intervention se fait à la tête du président, à la tête du client, parce que on n'a pas vu la CEDEAO s'émouvoir de ce qui s'est passé dans le Sahel. On tue des gens, des citoyens. Tout récemment en Guinée-Bissau. Récemment en Guinée-Bissau également. En Guinée-Bissau également, où la CEDEAO ne s'est pas émue plus que au-delà d'un communiqué. D'accord. Au-delà d'un communiqué. Et c'est vrai que ce coup d'État est un peu curieux. Est-ce qu'il suffit qu'un président appelle la CEDEAO pour qu'elle tienne? Est-ce que la CEDEAO ne peut pas? C'est une CEDEAO des peuples, une CEDEAO de certains syndicats de D'accord. chefs d'État. Hmm. Donc, ça, il faut rejeter de manière ferme et énergique toute intervention étrangère D'accord. et toutes les forces militaires On a étrangères compris qui votre sont position, en Afrique. Adama Koulibaly. D'accord. Je ne vous ai pas coupé, mais je vous ai laissé un peu parler. Tu peux retenir encore tes développements un peu plus tard. En gros, vous rejoignez le parti communiste béninois, PCB, qui condamne avec la dernière rigueur cette tentative de coup d'État. Mais en même temps, ce parti condamne aussi l'ingérence, ou bien l'intervention militaire, j'allais dire, de la CEDEAO. Donc, on est entre deux. Rapidement, que doit-on faire? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on cherche concrètement? La CEDEAO et de la France, pardon. La CEDEAO de la France. On va revenir. Alors, dans cette émission également, Tché Nyamassali Lossonelou, leader d'opinion, leader panafricain également, il est activiste togolais aussi. Il suit de près ce qui se passe au Bénin, parce que le Bénin et le Togo, nous sommes presque des frères, pays voisins. Alors, Tché, vous avez suivi ce coup d'État, des réactions sur les réseaux sociaux, la réaction des partis politiques, dont je l'ai dit tout à l'heure aussi. Il faut rappeler que Nicéphore Soglo, ancien président, et Yahi Boni aussi, ont fait un communiqué pour dénoncer ce coup d'État-là. Alors, pourquoi justement, selon vos 100 langues de bois, Tché Nyamassali Lossonelou, mais pourquoi justement cette tentative de coup d'État militaire à 4 mois des élections présidentielles où Patrice Talon n'est pas candidat? Est-ce qu'une grande partie de l'armée béninoise a-t-elle finalement lâché Patrice Talon, selon vous, Tché Lossonelou? Il me semble de toute évidence que la tentative de coup d'État de 7 décembre au Bénin doit être analysée à la fois à travers les tensions internes à la République du Bénin et également sous les lentilles des dynamiques régionales de plus en plus polarisées en Afrique de l'Ouest. Alors, sur le plan intérieur, Amos, le Bénin vit depuis quelques années un resserrement du pluralisme politique lié aux réformes électorales controversées, à la centralisation du pouvoir autour du président Talon et une opposition marginalisée. Alors, ces choses
même portés par une vision technocratique de l'efficacité, on nourrit des frustrations et un sentiment d'exclusion. Il faut le dire. Sur le plan régional, la position du président Talon face à la révolution politique au Sahel, qui marque une rupture assumée avec la France-Afrique et les anciens systèmes de domination, a renforcé les lignes de fracture. Monsieur Talon s'est fait, par exemple, le porte-voix le plus ferme, le plus radical au sein de la CEDEAO pour l'option d'une intervention militaire, par exemple, au Niger, et l'application des sanctions économiques drastiques, dont la fermeture totale des frontières avec les pays du Sahel. Alors, ces mesures, en asphyxiant l'économie nigérienne, ont affecté les populations les plus vulnérables et ont été perçues dans toute la région comme une prise d'opposition dure, en décalage avec le mouvement de souveraineté qui gagne le Sahel. Voilà un peu le contexte assez polarisé qui explique justement la frustration au sein des populations béninoises et ouest-africaines. Il faut de toute évidence reconnaître néanmoins que M. Patrice Talon a mené un redressement structurel économique spectaculaire, modernisant l'administration, réformant les finances publiques et stimulant des secteurs clés. Cette réussite économique est l'un des piliers de la stabilité du pays, malgré les tensions politiques. Alors, si vous mettez tout ça en perspective, vous comprendrez alors que la tentative de coup d'État vient faire une forme de rupture avec la trajectoire historique connue du Bénin qui a fait ce qu'on appelle une réussite démocratique dans la sous-région avec des alternances politiques pacifiques. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le dernier coup d'État dans la mémoire remonte à 1972 et ce pays n'a jamais assassiné un de ses présidents depuis l'indépendance. Et donc ce coup d'État intervient un peu comme une surprise dans le ciel serein démocratique du Bénin et vient inverser une longue tradition acquise qu'on pensait être définitive et qui est inscrite dans les mœurs. Alors, est-ce que le coup d'État est une solution? Je ne le pense pas. Les coups d'État qui sont acceptés par l'opinion, c'est quand les militaires interviennent en appui aux populations en lutte contre les régimes de dictature, de corruption ou de fraude électorale. Mais que les militaires décident d'intervenir de façon directe, de façon violente pour prendre le pouvoir, eh bien, on l'a vu depuis les années 60, ça n'a pas fait progresser le continent africain. Donc, je dirais tout simplement que si le coup d'État a échoué, ben, justement parce que le peuple béninois n'a pas suivi et aussi l'intervention de la CEDEAO, qui est une violation non seulement de la souveraineté du Bénin, mais aussi, je ne dirais même pas l'intervention de la CEDEAO, mais l'intervention d'un président, Tinubu, du Nigeria. Et ça met en relief justement cette forme d'influence, de gérance politique. Et derrière le Nigeria se cache la France, bien évidemment. Et quand on nous parle de la CEDEAO, c'est la poudre aux yeux. Et, je ne te coupe pas. Je pense que vous allez continuer. Hein, mais cette intervention, selon le président Tinubu, cette intervention du Nigeria à Cotonou s'inscrit dans le cadre du protocole démocratie-gouvernance de la CEDEAO. Donc, c'est un accord entre les pays membres de la CEDEAO quand même. Ça aurait été, bon, voilà, mais on peut se poser la question, pourquoi la CEDEAO n'est-elle pas aller rapidement aussi intervenir tout récemment en Guinée-Bissau? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi rapidement, voilà, la CEDEAO vient maintenant rapidement sauver, voilà, Patrice Talon. Voilà, 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Et puis on ne peut pas dire que c'est une force de la CEDEAO. Il y a 4 pays, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui ont envoyé des commandos ou encore des militaires
pour attaquer l'armée du Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Avec, bien évidemment, la bénédiction du président de la Sierra Leone. Et on nous dit également que le Ghana aurait donné son accord. Alors, sur les 12 pays de la CEDEAO, il y a 4 qui se sont donc rapidement concertés et pour décider l'action militaire. Ce n'est pas vraiment une décision de la CEDEAO puisque les 8 autres pays ne se sont pas réellement prononcés. Et donc ici, nous sommes en train de voir une violation du principe de souveraineté d'un pays. Et quand un président est en difficulté dans son pays, la CEDEAO va envoyer des militaires pour le sauver ou pour le remettre au pouvoir. Et en même temps, quand ce président tue sa population, écrase sa population, torture, viole et commet des crimes, eh ben, la CEDEAO est spectateur parce que il fait partie de la Légion de la France-Afrique soutenue par des Occidentaux. Donc, il peut faire ses crimes comme il le veut. Si ce président fait un coup d'État constitutionnel, comme le cas de Ferdinand Singh, qui prie la Constitution. Je ne sais pas si tu as changé de position parce que je te reçois encore un peu faiblement. Ça dépend. Le cas de Fonia Singh qui braque la constitution togolaise, qui est un coup d'État et s'octroie tous les pouvoirs, la CEDEAO est spectateur et ne dit rien. Mais quand les militaires togolais interviendront et chasseront Fonia Singh du pouvoir, alors des forces vont rapidement se mettre en place pour venir au Togo et attaquer les militaires togolais. Vous voyez un peu la contradiction. La même chose en Côte d'Ivoire, quand Ouattara écarte les opposants, change la constitution et impose un quatrième mandat, eh bien, sous le regard hébété de CEDEAO, on le dit non. Mais si un coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire... Franchement, tu as un souci avec ton téléphone. Je te propose de revoir ça un petit peu, tu reviens plus tard, s'il te plaît. Parce qu'on est très exigeant sur le son. Franchement. Je fais juste une motion. Si allez-y. Donc ma motion est juste qu'il y a une petite différence entre la Guinée-Bissau et le Bénin, dans le sens où la Guinée-Bissau c'était en pleine élection électorale, donc le mandat était fini et il y avait autre chose qui profilait à l'horizon. Par contre au Bénin, le mandat va finir dans quelques mois, donc c'est l'interruption du cours normal que la CEDEAO a voulu sanctionner. D'accord. C'est mon humble avis. Hein, D'accord. Ok. Alors, je pense que tu as revu un petit peu le son, c'est toi. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Je ne sais pas ce qui se passe avec ton téléphone, franchement. Le son est un peu bas, mais bon, allez, vas-y. Alors, je disais que il y a un quiproquo de principe, de violation d'ingérence, mais également de deux poids, deux mesures. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toute la CEDEAO qui a décidé cette question, mais c'est le Nigeria seul. C'est un coup de fil du président Talon au président Tinubu. Et derrière, il y a la France qui s'est beaucoup agitée pour sauver son poulain. Et donc, le Nigeria décide d'envoyer des avions de guerre et d'attaquer, n'est-ce pas, les camps où se sont retranchés les militaires. Je trouve que c'est un précédent très dangereux dans l'histoire militaire politique des pays de la sous-région. Le Nigeria a l'aval de qui? Mais de la puissance tutélaire, c'est-à-dire la France. Vous voyez? Et si la France n'était pas d'accord, le Nigeria n'aurait pas pu faire ça. Donc c'est tout ce que nous dénonçons lorsque les panafricains veulent aller vers la rupture avec la France-Afrique. Ce deux poids, deux mesures ne concerne pas le président qui prépare les constitutions. Le cas de Fonia Singh, qui a fait 20 ans d'accaparement, d'usurpation du pouvoir dans le sang de la fraude, qui a permis encore de braquer la constitution togolaise en s'octroyant tous les pouvoirs d'enseignement. La CEDEAO est restée muette comme une cape devant cette forfaiture, cette mascarade, cette tyrannie, cette dictature, cette autocratie. Même cas de figure en Côte d'Ivoire, où Ouattara qui s'est octroyé un quatrième mandat en écartant les dirigeants historiques comme Laurent Gbagbo, là aussi, la CEDEAO s'est contentée de ça. Donc, ce deux poids, deux mesures nous mène quand même à redouter ce genre d'intervention au nom, n'est-ce pas,
de l'état de droit ou encore au nom de l'ordre constitutionnel. D'accord. Il faut laisser aux Béninois la souveraineté de décider du sort de leur pays. Alors, moi, je crois que le peuple béninois a la clé. Et si le peuple béninois n'est pas d'accord avec ces militaires, eh bien, ils ne devront pas faire ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils doivent quand même permettre à ce que Talon finisse son mandat. Et si jamais il y a fraude électorale ou il y a situation anticonstitutionnelle, ils peuvent intervenir comme arbitre, mais le cas où ils l'ont fait, d'accord. Merci. On va revenir. J'ai pas reçu autant de réponses dans mes questions, mais je pense que Rufin Gada peut aussi nous aider rapidement. C'est très important parce que quand on pose des questions, c'est clair qu'il faut aller dans les détails dans les questions. J'ai demandé tantôt, à travers cette tentative de coup d'État, dira-t-on, l'armée béninoise a-t-elle lâché Patrice Talon? Et pourquoi l'armée loyaliste n'a pas à elle seule défendu Patrice Talon et que Talon est obligé d'appeler rapidement Tinubu et Tinubu rapidement a envoyé une intervention militaire pour sauver Patrice Talon. Alors, Rufin Gada, j'ai lu votre coup de gueule. Hein. Vous, quel que soit ce qu'on peut reprocher selon vous à Patrice Talon, vous ne cautionnez pas ce coup d'État. Vous pensez que oui, Patrice Talon peut se défendre, pas avec tous les moyens quand même, Rufin Gada. Merci beaucoup, Amos. Merci à ceux qui m'ont précédé. Je voudrais dire à mes frères ici que ce qui s'est passé au Bénin, le putsch avorté au Bénin, ce sont les conséquences des enjeux actuels mondiaux. Je peux dire que c'est une forme de guerre froide qui se produit là-bas au Bénin, comment on appelle, au Bénin. Vous vous rendez compte, si Talon devrait quitter en avril prochain, et Talon qui a préparé déjà son dauphin en écartant les autres partis politiques de l'opposition, et c'est le système Talon qui sera reconduit, et que les autres sont écartés. Alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour la France, la Russie, et puis la Chine, et pour les pays de la S, et pour Faure Gnassingbé. Il faut d'abord situer le problème là-bas d'abord pour voir pourquoi ce putsch. Donc pour empêcher à ce que le système Talon ne continue au Bénin, donc il faut faire bouger les cartes. Il faut empêcher. Parallèlement, lorsque Faure Gnassingbé, le dictateur véreux, organise un sommet, pour ne pas dire un congrès panafricaniste biaisé au Togo, en même temps, il y a un coup qui se prépare au Bénin pour faire sauter le système Talon. Talon n'est pas un saint. On sait très bien les dérives autoritaires aussi de Talon, ces derniers moments, en écartant une partie de l'opposition et en envoyant d'autres aussi en prison. On le sait. Mais au-delà de ça, Talon est un bâtisseur dans son pays. Donc, les deux blocs s'opposent là-bas au Bénin. Le bloc occidental et puis l'autre bloc Russie et puis la Chine. Donc, il faut empêcher coûte que coûte à ce que le Bénin soit toujours dans les mains de l'Occident. Donc, il faut tout faire pour que Talon n'arrive pas après son départ, n'arrive pas à mettre à sa place un pro-Talon ou soit un pro-occidental. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Raison pour laquelle le coup là a été formaté. Maintenant, est-ce que le peuple est d'accord avec le putsch? Si le peuple était d'accord avec le putsch, le peuple devait sortir pour soutenir les militaires. Si le peuple n'est pas sorti, ça veut dire que le peuple est du côté... Oui, d'autant plus que les putschistes, justement, à la télé, ont demandé l'appui du peuple béninois, qu'on n'a pas vu dehors. Voilà. Donc, un putsch militaire, pour moi, est nécessaire dans des conditions vraiment spéciales. Un putsch militaire serait nécessaire pour moi au Togo, par exemple. Mais on n'en parle pas, soyons sincères. Un putsch militaire était nécessaire au Burkina Faso, au Niger et puis au Mali. Donc, si je comprends bien, Rufin Gada, on va aller doucement. Vous avez l'antenne. Donc, pour vous, il peut y avoir un bon et mauvais coup d'État. Bien sûr. On en a eu même dans les pays européens.
dans les années 80, après le mur de Berlin, Ceausescu était sauté, était soutenu par d'autres puissances pour qu'il soit sauté. Donc, pour moi, il y a des putsch qui sont vraiment salutaires et des putsch qui ne le sont pas. Supposons aujourd'hui qu'on sautait Faure Gnassingbé du pouvoir. Un exemple que je vous donne, on sautait Faure Gnassingbé du pouvoir. Et que la CEDEAO, cette institution qu'on doit d'abord détruire, vienne maintenant chercher à le remettre au pouvoir, je pense que les Togolais, cette fois-ci, vont sortir et dire non. Parce que ceux qui l'ont sauté seront du côté des Togolais. Les Togolais vont crier et dire non. Mais l'exemple est là au Bénin. On a sauté, ils ont voulu sauter Talon, mais le peuple n'est pas sorti. Donc ça doit servir d'exemple que ce putsch-là n'a pas sa raison d'être. Talon n'est pas un ange. Talon est France-africain, on le sait, il a assumé. Il l'assume. Est-ce que les autres l'assument? Ils ne l'assument pas. Vous comprenez? Donc les putsch ont leur raison, et ce n'est pas tous les putsch qu'il faut soutenir, mais d'autres putsch sont vraiment salutaires. Et un putsch au Bénin actuellement n'a pas sa raison d'être. Il faut rappeler que, vous allez continuer, il faut rappeler que l'ancien président Nicéphore Soglo et Yahi Boni ont fait communiquer condamnant avec fermeté, avec la dernière rigueur, ce coup d'État, ou bien cette tentative de coup d'État au Bénin, quand même. C'est ça. Parce que ce sont des... Il faut faire attention dans ces enjeux-là. Il y a trop de contradictions et trop d'intérêts partisans. Faure Gnassingbé ne souhaiterait pas que le système Talon soit reconduit. Bien sûr, Faure Gnassingbé est France-africain, il n'assume pas. Et là, vous parlez en tant que Togolais, c'est ça? Je parle en tant que Togolais. Il n'assume pas, mais il ne voudrait pas que le système Talon soit reconduit parce qu'il a aussi ses mains, c'est une arrière-base aussi pour lui là-bas, Faure Gnassingbé. Donc, il soutient aussi ces gens là-bas au Bénin. Donc, vous savez très bien avec Rekia Madougou, vous connaissez l'histoire de Rekia Madougou. Voilà. Et que Talon et Faure Gnassingbé ne s'entendent pas. Il faut comprendre ça comme ça, ne s'entendent pas. Donc, le souhait de Faure Gnassingbé, c'est de trouver quelqu'un qui sera quelqu'un qui sera plus proche de lui pour pouvoir essayer de mettre la main aussi sur le Bénin. Et comme il a fait aussi dans d'autres pays, dans la sous-région, dont je ne vais pas citer le nom. Donc, Faure Gnassingbé, le putsch là, a aussi... profite aussi à Faure Gnassingbé et profite aussi aux alliés de Faure Gnassingbé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, à nous, les Togolais, nous devons voir maintenant, qu'est-ce que ce putsch-là nous amène? Qu'est-ce que ce qui se passe au Bénin? Quel est notre avantage? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Nous sommes en lutte permanente contre le système dictatorial. Donc, tous ceux qui luttent contre Faure Gnassingbé, nous devons les soutenir. Mais pas quand même, mais pas, attention, mais pas quand même aveuglement. On a appris que nous sommes sur une radio de résistance quand même. Nous, on est très éveillés. Nous avons l'esprit patriotique. On n'aime pas être manipulé. Et Patrice Talon ne peut pas aussi nous manipuler, jamais. Mais nous, quand on a approché certains journalistes béninois, des partis politiques, tous ont reconnu, sauf qu'ils ne veulent pas le dire. Nous, on parle sans langue de bois. Ils ont reconnu qu'en termes de développement, en beaucoup de choses, Patrice Talon a fait quand même beaucoup d'efforts. Mais là où le bas blesse, c'est que cette fois-ci, il a été quand même gourmand. Il est allé loin en écartant le candidat du parti des démocrates de Yahi Boni de se présenter quand même à la prochaine élection présidentielle quand même. Il a quand même gourmand. Il a quand même été loin. Oui, moi je condamne ça. Je l'ai dit dans le début que je condamne ça. Ce sont des dérives autoritaires qu'on ne doit pas accepter. Modifier la Constitution quelques mois avant les élections pour écarter ses partenaires, ses ennemis politiques, c'est une dictature que nous condamnons. D'ailleurs, d'autres à côté, son voisin de l'Est, lui n'a pas seulement modifié, il a complètement changé. Mais la CEDEAO ne dit rien. Et la France ne dit rien. Vous comprenez? Mais comparer Talon et Faure Gnassingbé, mais ce sont des choses qu'on ne doit pas comparer. Donc, nous sommes d'accord que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Nous condamnons ça. Ce sont des dérives autoritaires. Mais au-delà de ça, mais c'est le peuple qui doit décider. Est-ce que le peuple est contre ça? Si le peuple béninois est contre ça, le peuple allait soutenir le putsch. Donc ça veut dire que pour le peuple, ce n'est pas tellement intéressant. Pour le peuple, Talon est bâtisseur, Talon les donne à manger. Rufin Gada, vous qui êtes Togolais, vous n'êtes pas béninois, comment vous savez que le peuple béninois ne cautionne pas ce coup d'État? Comment vous le savez? Bon, si le peuple cautionnait ce coup d'État-là, on allait le voir.
les peuples allaient sortir dans la rue D'accord. et soutenir les putschistes. Le peuple allait sortir dans la rue et aider les putschistes à ce que Talon quitte le pouvoir. Mais s'ils ne sont pas sortis, ça veut dire que la majeure partie de ce peuple-là ne soutient pas le putsch. Mais c'est aussi simple que ça. Si ce n'est passé au Togo, mais les gens vont remplir la rue et soutenir les militaires. C'est ce que nous attendons chez nous. Et ça serait un putsch vraiment salutaire. Ok. J'ai une motion quand même très rapide. Rapidement, Seignato. Pour Ruffin. Oui, ôte-moi d'un doute, mon cher Ruffin, parce que c'est passé très vite et je n'arrivais pas à t'interrompre. J'ai ouï dire ou j'ai cru entendre de toi que Faure serait un panafricain. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il a dit ça. Dans la phrase. Non, je ne pense pas. Non. Seignato, Loin de là, moi je vais dire ça. Non, jamais. Alors, on va aller rapidement. Seignato, si tu as une réaction ou une motion, je peux te redonner la parole plus tard. Hein. Donc, je ne voudrais pas, il n'a pas dit ça. Alors, on va redonner la parole maintenant au panafricain et burkinabé. Je vois que pour Adama Coulibaly, il revient aux Béninois de saluer cette tentative de coup d'État ou pas, parce que ce n'est pas à nous, Africains, de le dire, c'est vrai, mais en tant qu'Africains, il y a certaines vérités qu'on doit dire. Que voulons nous, peuple africain? Parce que je pense qu'on a des leaders d'opinion, de partis politiques, etc., embrouillent les peuples africains. Parce que tantôt, on dit que ouais, c'est bien, Talon, c'est bon, on dénonce le coup d'État. Tantôt, oui, les pays de l'AES, surtout, nous, on parle sa langue de bois. Franchement, ils sont contents. Ils sont contents que oui, on peut sauter Patrice Talon parce que Patrice Talon n'est pas en bonne société avec l'AES. Donc, la question du savoir, nous sommes des peuples frères, comme on le dit souvent, Adama Coulibaly. Alors, au soir même de ce coup d'État, Adama Coulibaly, dans un discours officiel, Patrice Talon rassure les Béninois que la situation est sous contrôle. Mais quand même, on mobilise quand même rapidement une armée étrangère, notamment le Nigeria, à maîtriser quelques militaires mécontents. Et là, on peut imaginer que la situation est plus inquiétante que ça. Hein. Alors, une grande partie de l'armée béninoise a-t-elle lâché Patrice Talon, Adama Coulibaly? Alors, ça, je ne saurais le dire. Ce qui est évident, c'est que, comme je l'ai dit tantôt... Si, on fait des années, on peut le dire. Parce que rapidement, si l'armée était loyale, hein, entre guillemets, à Patrice Talon, je pense qu'ils sont bien équipés là-bas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé rapidement Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de l'armée seule. D'accord. Il y a aussi le peuple béninois qui ne s'est pas véritablement exprimé. Ce n'est pas seulement en sortant dans la rue, c'est une des formes d'expression et que on peut manifester ce que l'on a sur le cœur, ce qu'on a dans la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement une question militaire. Et je souscris à ce que disait tantôt de frères qui a la guerre froide. Voilà, la guerre froide. Mais c'est pas seulement une guerre froide, c'est une guerre chaude aussi en Afrique. Puisque dans le Sahel, on a vu même des Ukrainiens avec des drones et des armes ukrainiennes. Et est-ce que des armes qui passent par l'Ukraine souvent atterrissent dans le Sahel et tuent des Africains? Et donc, il y a cette guerre entre effectivement la Russie et plus largement les BRICS et l'OTAN, et qui se déportent en Afrique, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et donc, il y a cette donne-là. C'est ce que je disais tantôt, la crise mondiale concerne aussi l'Afrique. Et alors, pourquoi dans le même temps qu'on dit que la situation est sous contrôle, on fait venir toute une armada? Eh bien, c'est bien parce qu'on n'est pas rassuré. Rappelez-vous que le Bénin et d'autres pays étaient vent debout pour envoyer des militaires au Niger pour rétablir dans ses fonctions le président Bazoum. Et que la CEDEAO, l'UEMOA, contre leur propre texte même, ont mis le peuple malien aussi dans une misère. Parce qu'ils ont mis un embargo tout à fait illégal, illégitime et cruel
entre le peuple malien, et ça a été la même chose avec le peuple nigérien. Et ajouté à cela, il y a eu la menace de guerre, d'invasion du Niger. Et c'est bien la preuve là qu'il y a une guerre de position, une guerre de domination, une volonté de recolonisation du continent et en particulier de notre sous-région africaine. Et donc, on ne peut pas analyser la situation seulement en disant c'est au sein du Bénin que ça se passe. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Amos, que il ne s'agit pas seulement de dire et ce sont les Béninois qui doivent décider. Par contre, c'est les personnes qui vivent au Bénin qui ressentent, et notamment les organisations, ceux qui sont organisés. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je souscrivais à l'analyse du Parti communiste du Bénin, qui a ces militants qui sont au Bénin, qui vivent là-bas. Donc, il faut quand même faire confiance à ceux qui sont sur le terrain. Donc, je pense que en réalité, la situation est beaucoup plus complexe. C'est une tentative de recolonisation, une tentative en tout cas, certains diront que c'est un peu excessif, mais c'est une volonté manifeste de maintenir, de conserver, de garantir les intérêts des puissances tutélaires anciennes, des puissances impériales, et avec aussi les classes dominantes qui sont leurs alliés. Cette notion, cette question d'analyse des classes, on ne peut pas l'évacuer. Et c'est vrai qu'il y a eu des infrastructures qui ont été construites. Et ce qui est une bonne chose pour nos pays, quand il y a des infrastructures, et quand il y a des hôpitaux qui se créent, et quand il y a quand il y a une amélioration du niveau de vie des populations. Parce qu'on peut construire des autoroutes alors que les gens sont dans la misère. Et ça aussi, c'est un autre souci. Voilà pourquoi, j'insiste là-dessus, c'est ceux qui vivent, les personnes qui vivent au Bénin, les Béninois en premier lieu, peuvent dire ce qui se passe. En réalité, au-delà du miroir. Donc je pense que il faut qu'on soit très vigilant, parce que ce qui est en train de se passer, c'est conforter la présence militaire de forces étrangères pour mener une guerre par procuration. Ce qui se passe au Sahel est très significatif en la matière. Ça crée des drames humains vraiment insupportables. Il y a plus de 10% de la population du Burkina qui est en errance. On appelle la population déplacée interne. C'est totalement inacceptable. Et donc, ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui guette toute la zone du Golfe de Guinée. Donc, il faut que nous fassions très attention. Et en réalité, faire appel à ces forces-là, c'est vraiment venir consolider la situation, maintenir des gens qui sont en accord avec le bloc de l'OTAN pour éviter un basculement de l'autre côté. D'accord. Merci Adama Coulibaly. Il y a l'AES qui est là, donc on craint que l'AES ne s'élargisse. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous qui venez de nous rejoindre dans cette émission, vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple de Radio Avouleté, de Fédération l'Afrique sur Radio Canal K, tapoté, partagé. Alors, pourquoi cette tentative de coup d'État au Bénin à 4 mois des élections présidentielles où Patrice Talon n'est même pas candidat? L'armée béninoise a-t-elle finalement lâché Patrice Talon? On en débat également avec nos invités burkinabés, togolais, et vous qui allez aussi poser quelques questions, réagir pour 2 ou 3 minutes dans les minutes qui vont suivre. Alors rapidement, Nyamassari Losselou. Alors après cette tentative de coup d'État au Bénin, on sent quand même une fragilité politique dans la gouvernance de Patrice Talon, fragilité institutionnelle, fragilité même au sein du commandement de l'armée béninoise, ça c'est clair. Je pense que Patrice Talon en est conscient. Alors Talon, finalement, a dû activer l'article le plus extrême de son arsenal régional, l'intervention militaire d'un autre État souverain, dont notamment le Nigeria. Alors une mesure qu'on ne prend jamais sans urgence, parce que finalement, il a compris que c'est très urgent. Et pourra-t-on dire que sans intervention militaire du Nigeria, ce coup d'État pourrait être déjà un coup d'État réussi? Alors, quelle leçon Patrice Talon doit tirer de cette tentative de coup d'État? Votre analyse, Thielo Solelo, selon vous, et sans langue de bois.
Oui, vous l'avez dit, Amos. La situation aujourd'hui au Bénin amène, comme vous l'avez dit, à tirer les conclusions de la fragilité du pouvoir de Talon en fin de règne. Je pense que c'est un échec pour lui. Il a essayé de tirer trop sur la corde. Il s'est fait trop le zèle d'une France-Afrique en désuétude, et il n'a pas su lire, n'est-ce pas, les grands changements mondiaux et surtout la volonté des peuples africains de s'affranchir de cette domination française ou impérialiste. Et il perd le prix de cela, et donc il n'a qu'à tirer les leçons. Il est en fin de règne, donc le fait qu'il soit maintenu permettra par exemple de créer les conditions de la réconciliation au Bénin. Attendez, vous allez continuer. Est-ce que vous pensez vraiment que Passy Talon doit déjà penser à rejoindre l'AES, selon vous? De toute façon, il n'est pas de cette logique. Il n'est pas de cette... C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il doit déjà penser? On ne sait jamais. Le problème, c'est qu'il a fait son temps. Il a géré le Bénin pendant 2 mandats. La Constitution ne lui permet pas de pouvoir se représenter. Il doit tout simplement sortir par la grande porte, s'inscrire dans l'histoire en remettant le pouvoir dans les mains des Béninois. Et il appartient au peuple béninois de faire le choix d'un régime qui épouserait la logique de rupture de l'AES, ou si le peuple béninois veut rester dans la continuité, eh bien, l'arbitre souverain, c'est le peuple béninois. On ne va pas, par exemple, manipuler les institutions, créer les conditions d'évitement des leaders politiques pour s'assurer qu'on garde toujours le pouvoir. On change, mais on ne change pas en réalité. Donc, c'est ça qui va créer des frustrations. C'est ça qui va amener à ce que l'armée prenne ses responsabilités. Il me semble que Talon doit pouvoir utiliser les 4 mois qui lui restent pour réunir les Béninois autour des fondamentaux de démocratie, de liberté, de justice sociale, mais aussi laisser le choix aux Béninois de choisir leur destinée, leur destin. Et dans ce moment historique où les peuples africains choisissent tout simplement d'aller vers la rupture après 60 ans de domination néocolonialiste, eh bien, le peuple béninois a également le droit de pouvoir faire ce choix. Il ne faut pas oublier que le président Kérékou a déjà fait cette rupture en amenant le marxisme, ce que nous avons appelé le marxisme-léninisme, kérékisme au Bénin. Et donc les Béninois ont une conscience politique assez élevée et comprennent tout à fait la dynamique de rupture qui se passe dans la sous-région. Et c'est tout à fait clair de laisser ce choix-là au peuple béninois, et le peuple béninois va confirmer ce choix dans les urnes. Mais il faut laisser le jeu ouvert. Ce que Talon est en train de faire, c'est de fermer les faisceaux, de s'assurer qu'il part, mais qu'il garde la main sur le pouvoir, en maintenant justement des leaders qui sont fidèles à la France-Afrique, parce qu'il faut voir ceux qui sont venus à son secours. Eh bien, il y a un commando qui est venu de la Côte d'Ivoire, donc Ouattara. Il y a Tinubu qui a envoyé ces éléments. Et donc, il me semble... Donc, sans langue de bois, c'est la France-Afrique qui a sauvé Patrice Talon, alors. Exactement. C'est la France-Afrique qui est en train de sauver Talon. Et l'autre chose quand même qu'on doit soulever et qui amène un peu la confusion dans le jeu, c'est que les militaires qui ont fait le coup, ces militaires, certains d'entre eux se réfugient au Togo. Alors, on ne voit pas, nous savons que Fonya Singbe a toujours pêché dans l'eau trouble. D'une certaine manière, il n'aime pas Talon, alors que les deux font partie de la France-Afrique. Et pour une affaire de femme, de madame, j'oublie son nom là, Madougou, qui est en prison, qui a été conseillère de fort. Et donc, il y a un problème entre les deux. Donc, Fonya Singbe guette Talon pour lui faire la peau.
Mais ce changement-là, ces militaires doivent faire attention parce que il ne peut pas être soutenu par un diable en croyant qu'ils vont apporter le changement, le vrai, aux Béninois. D'accord. Donc ça peut être également une sorte de poudre aux yeux. Et donc il faudrait que ces militaires-là, s'ils veulent vraiment faire le changement dans le sens du peuple béninois, dans le sens des peuples africains, ils doivent épouser l'idéologie de la rupture. Et cette idéologie passe forcément par une alliance avec l'AES, mais tout en laissant le choix au peuple de leur apporter les bénédictions et la dernière décision au peuple béninois. D'accord. Merci, Etienne Lorsonello. Alors, vous qui allez participer maintenant à cette émission, Seignaton, notre principal modérateur, si vous avez une motion, vous pouvez la faire maintenant. Et en attendant que je donne la parole à Rufin Ganda, vous pouvez accepter pour le moment 2 demandes. Et les intervenants ont maximum 3 minutes, soit pour poser une question, soit pour apporter une contribution ou une réaction vers leur commentaire par rapport à cette tentative de coup d'État au Bénin. Et sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont pour l'AES. On est content parce qu'il y avait un coup d'État automatiquement au Bénin. Et il y en a qui sont contre parce que, par exemple, Rufin Ganda, il est contre parce qu'il dit que le Bénin, c'est un pays stratégique pour nous, Togolais, qui luttons contre ce régime dictatorial. Alors, ça langue de Barre et Rodrigue Aigo, avec une analyse journalistique. Alors, est-ce que le coup d'État au Bénin est la solution maintenant pour faire partie Merci Sylvain pour la question. Et pour répondre de façon plus claire, je dirais que rien ne peut justifier un coup d'État militaire à un président qui n'est pas candidat à sa propre succession, un président qui, après son second mandat, rassure quant à son départ. Rien n'explique un coup d'État ou l'approche ou l'initiative d'un coup d'État militaire pour le dégager. Mais sur le terrain, il y a des éléments qui alimentent des suspicions ou qui alimentaient des suspicions quant au fait qu'il ne partirait pas. Et maintenant, quand le doute est levé sur la problématique de son départ, les suspicions restent au niveau de certains qui pensent qu'il est juste en train de positionner une marionnette pour que de loin, il continue de maintenir les leviers du pouvoir et l'exercer à distance. Il y a aussi cette réforme constitutionnelle-là assez problématique qui rajoute aux frustrations parce que ce sont des réformes qui sont incomprises et des réformes d'ailleurs qui, à mon avis... Cette réforme a été faite en novembre dernier, c'est ça? En novembre dernier. Ouais. Et or, vous savez que le protocole additionnel de la CEDEAO interdit que des réformes circonstancielles soient apportées à des lois dans un processus électoral ou à 6 mois d'une élection. Et donc, en plein cœur d'un processus électoral, on ne peut comprendre pourquoi la CEDEAO fermerait ses yeux sur une réforme électorale, notamment réforme de la loi fondamentale, donc de la Constitution, avec une modification de l'arsenal institutionnel du pays et la création donc d'un Sénat et la prorogation du délai du mandat donc du président de la République et des élus, notamment les parlementaires. En dehors de cela, il y a aussi la problématique des attaques terreau au nord et les réalités offensives donc de l'armée béninoise face à ces attaques-là. Donc tout cela dit, moi je pense que on a déjà assisté au développement de cet argumentaire au niveau des pays de l'AES, donc du Burkina, du Mali, du Niger, mais aussi, contrairement aujourd'hui à ce que les activistes clament, mais le miel ne coule pas dans les pays de l'AES. Les droits de l'homme ne sont pas protégés dans les pays de l'AES. L'insécurité n'a pas pour autant, même s'il y a des efforts qui se font, on n'a pas pour autant réussi à éradiquer l'insécurité. Donc aujourd'hui, avancer l'argumentaire des attaques terreau et d'une certaine incapacité des forces armées ne saurait justifier un coup d'État. Donc à mon avis, je ne sais pas ce qui a motivé cela, mais j'en fais une autre lecture. Parce que si vous prenez le communiqué de la CEDEAO,
La question est de savoir, lorsque Rodrigue a sa maison en feu, qui sont censés lui venir en aide? Est-ce le voisin d'à côté ou le voisin qui se trouve à 10 kilomètres? Si c'est le voisin qui se trouve à 10 kilomètres qui doit venir, ça voudra dire que quelque part, il y a des soucis entre Rodrigue et son voisin immédiat. Et si le souci y est véritablement, ça voudra dire que c'est un plaisir, parce que si ce voisin n'a pas pu outrepasser ces difficultés, ces soucis-là, pour porter secours à son voisin en difficulté, ça voudra dire que ce dernier pourra être dans les combines pour justement régler ses comptes à son voisin. Je dis ça à basse voix parce que ce sont des réflexions pour se demander pourquoi, par exemple, le Togo qui a toujours été premier sur ce genre de terrain. Vous vous souvenez de la Côte d'Ivoire avec l'arrestation de Laurent Gbagbo et sa femme et ses ministres, etc., ses enfants. Vous comprenez qu'à l'époque, le Togo avait envoyé ses troupes. Quand vous voyez le Burkina Faso... Mais Rodrigue, c'est clair. Et Fonia Sibé et Patrice Talon ne sont plus les relations ne sont pas bonnes. Ça, on le sait. Oui, on le sait, mais moi, je me pose cette question au niveau de la CEDEAO. Comprenez que c'est une organisation qui n'a pas besoin de surfer sur ces considérations-là avant de constituer ses ressources en matière de force en attente déployée. Et c'est en cela, comme je l'ai dit, je murmure tout bas, parce que ce sont des questions qui taraudent l'esprit, mais revenant de façon concrète, je dis, rien à mon avis ne justifie cette situation-là qui a plané et qui a semé des confusions ou qui continue de semer de la confusion. Parce que l'autre chose, vous voyez la campagne de désinformation et d'intoxication qui se bat avec malheureusement des citoyens de nationalités voisines bien identifiés. Et tout à l'heure, j'ai entendu mon frère Ché dire que les militaires se sont réfugiés au Togo. Alors, allez-y comprendre. Donc, ça, ce sont des questions... Est-ce que d'abord, tu as ces preuves-là quand même? Il n'a pas ces preuves-là. Voilà. Donc, oui, c'est pour ça que je dis, à l'écouter, ce sont des questions qu'on se pose et les heures et jours à venir seront déterminants pour savoir exactement ce qui s'est passé au Bénin, les tenants et les aboutissants de cette situation-là. En tout cas, c'est une tentative de coup d'État manqué, donc, mais pour certains panafricains ou béninois, donc la situation n'est pas totalement sous contrôle. Hein, c'est ce qu'on nous fait croire, certains panafricains. Mais nous, on a téléphoné à Cotonou, beaucoup de confrères nous ont dit tout est au calme. Donc la circulation, voilà, la population circule. Mais Talon doit comprendre qu'il a quand même eu chaud. Donc, il doit aussi revoir sa copie rapidement. Alors, avant de prendre les intervenants, deux d'ailleurs pour le moment, parce qu'on a encore maximum 30 minutes pour conclure cette émission. Alors, je vais relancer Rufin Gada, qui, selon lui, j'ai lu ses coups de gueule, là, Rufin Gada était remonté contre surtout certains panafricains ou africains qui veulent soutenir cette tentative de coup d'État. Pour lui, il n'y est que Patrice Talon, quand même, a fait quelques réalisations où, en termes de démocratie, on ne peut pas comparer Patrice Talon et Fonia Sibé, par exemple, en tant que Togolais. Rufin Gada. Alors, que doit faire maintenant Patrice Talon, lui qui a écarté toute l'opposition? Et là-bas, il y a aussi une grogne au sein même de la grande muette au Bénin. Ça, c'est clair. Sinon, pourquoi faire appel au Nigeria pour une intervention militaire? Que doit faire maintenant Patrice Talon, selon vous, Rufin Gada? Bon, avant de répondre à ta question, je dois revenir un peu sur ce que je disais. Tout à fait. Pour étayer, pour que les gens puissent comprendre. Je disais dans ma première intervention que nous sommes victimes d'une guerre froide, d'une nouvelle guerre froide. D'un côté, nous avons le bloc occidental et de l'autre côté, le bloc des BRICS. Et au milieu, il y a quelqu'un qu'on appelle Fonia Sibé qui essaie de créer son propre bloc, un bloc qui se dit non aligné. Alors, Talon qui a été de justesse sauvé par le bloc occidental parce qu'il est France-africain, et que Faure lui-même, qui se réclame de la France-Afrique,
qui essaie de créer son propre bloc dit non aligné, lui aussi, avec ses partenaires, qui aujourd'hui se sont rassemblés au Togo pour un congrès panafricaniste biaisé, tire aussi les ficelles au Bénin. Donc si nous examinons bien ce qui s'est passé au Bénin, et en voyant les relations tumultueuses entre Talon et puis Fonya Singbe, rien ne doute ici de dire que Fonya Singbe est quelque part l'instigateur de ce qui s'est passé au Bénin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, la situation est très complexe. Pour nous les Togolais, alors, quelle position nous devons prendre? Aujourd'hui, nous avons tous ceux qui participent à ce congrès panafricaniste du Togo. Nous avons l'AES qui est là. Nous avons des panafricains qui se réclament du panafricanisme, qui sont là, qui soutiennent Fonya Singbe dans la dictature et dans ce panafricanisme biaisé. Mais aucun d'entre eux ne voit pas la chose comme nous le voyons. Aucun d'entre eux ne critique Fonya Singbe dans sa dictature au Togo depuis des années. Aucun d'entre eux ne critique Fonya Singbe dans sa posture au Togo. Mais au contraire, c'est Talon qui sont en train de critiquer, de dire qu'il est France-africain, alors qu'au Togo, vous participez à un sommet panafricaniste biaisé, soutenu par un France-africain, soutenu par quelqu'un qui fait le double jeu. C'est là où le bas blesse. Alors je me demande, nous les Africains, est-ce que nous avons compris vraiment ces enjeux actuels? Est-ce que nous avons vraiment compris ces enjeux actuels? Je ne défends pas ici Talon, mais le mal c'est que celui-là même qui rend la vie difficile aux Africains, celui-là même qui mélange les cartes, qui est Fonya Singbe, personne n'en parle, personne ne le touche, au contraire on le soutient. Je vais te laisser continuer pour une information aussi à des panafricains qui nous suivent. On se rappelle qu'il y a un Togolais qui est contre Fonya Singbe, a été arrêté au Mali, selon des informations, et rapatrié au Togo. Bien sûr. Ce qui est dangereux, très dangereux. Non seulement au Mali. Voilà. Au Burkina Faso aussi, ça s'est passé. Ça, j'avais pas eu d'information. Au Mali. Oui, mais seulement au Bénin, ça ne s'est jamais passé. Donc le Bénin, pour nous, les Togolais, le Bénin est un pays sûr pour les Togolais. Nous pouvons nous réfugier là-bas. Donc raison pour laquelle nous devons faire la politique de nos intérêts aussi. L'heure a sonné pour que les Togolais fassent aussi la politique de leurs intérêts. Je le dis et je le répète. Donc on ne peut en aucun cas tirer sur Talon quand on sait que le Bénin de Talon est un lieu sûr pour nous les Togolais. Regardez, je répète encore, regardez le congrès panafricaniste qui se tient à Lomé. Tous les pays de l'AES sont là-bas. Ces panafricanistes qui tirent, laissez-moi passer, ces panafricanistes-là qui nous disent que Talon est un France-africain, tout ça là, ils sont là-bas, alors que Fonya Singbe, c'est lui qui tire les ficelles. Mais ils ne le critiquent même pas. Ils n'en parlent même pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse croire? Maintenant, c'est quel panafricanisme nous prenons? C'est quelle union nous prenons aujourd'hui? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est quelle union nous prenons aujourd'hui? Alors, donc, moi je voudrais dire aux Togolais de savoir ce que nous cherchons. De savoir ce que nous cherchons. Au Bénin, la France défend ses intérêts. Ils ont réussi à protéger Talon. Au Togo, Fonya Singbe se dit France-africain. Il a des alliances avec la Russie et puis la France. Si aujourd'hui il devait y avoir un coup d'État au Togo, vous allez voir que la Russie va intervenir, la France va intervenir. L'un ou l'autre vont le protéger. Vous comprenez ça? D'accord. On comprend votre indignation quand même, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour vous, Ifengada, maintenant, vous parlez beaucoup plus aux Togolais parce que vous êtes un peu sensible dans votre fort intérieur par rapport à cet panafricain, surtout de l'AES, Burkina Faso, Mali, etc., qui, pour le peuple togolais, nous demande, c'est à vous de vous organiser. Vous, peuple, votre position est divisée. Donc, on remet la faute sur nous alors que le peuple est au menu.
contre une dictature. Je peux comprendre votre réaction. Maintenant, on va donner la parole à quelques intervenants. J'ai vu Maman Dédé depuis la Suisse ici. Et si d'autres font la demande, on va les accepter. Mais on a encore maximum 20 minutes. Maman Dédé, bonsoir. Bonsoir Amos, je ne sais pas si tu m'entends. On vous attend très bien. Alors, rapidement, vous avez suivi l'émission dès le début, Maman Dédé, le panafricain burkinabé, les deux Togolais, Tché et Rufin Ganda. Mais vous aussi, en tant que Togolaise, je sais que tu es aussi une panafricaine. Alors, Patrice Talon a été sauvé de justesse par la CEDEAO, c'est ce qui se raconte, c'est aussi vrai, car selon le chef de l'État nigérien, Tinubu, c'est le président Talon même qui a fait la demande, et cette intervention du Nigeria à Cotonou s'inscrit dans le cadre du protocole démocratie-gouvernance de la CEDEAO. Donc, Patrice Talon l'a fait parce que on dirait que c'est un contrat entre les pays et les États membres de la CEDEAO. Donc, il n'a pas fait comme ça. Tinubu n'est pas son ami. Donc, il fait partie de la CEDEAO. Donc, si c'est chaud chez lui, et c'est chaud, il a le droit de demander de l'aide. Et là, la France aussi a aidé, c'est ce qu'on a appris, puisqu'il y a aussi une base française au Nigeria là-bas, si je ne me trompe pas. Alors, rapidement, votre réaction, est-ce qu'à 4 mois des élections présidentielles au Bénin, où Patrice Talon n'est même pas candidat, qu'est-ce qui peut justifier cette tentative de coup d'État selon vous? Et votre réaction? Rien ne justifie un coup d'État, hein, quel que soit ce qui peut arriver de néfaste ou de délétère pour la population. Je pense que l'Afrique doit sortir de ce schéma-là. Il est temps. Parce qu'on a vu, surtout en Amérique latine, beaucoup de résistance, des coups d'État, ils en ont fini avec ça. En Asie, pareil. Mais bizarrement, ce que j'ai remarqué depuis le 7 ou le 8, hein, quand on a parlé du coup d'État, ça m'a ramené à dire que dans l'Afrique subsaharienne surtout, il y a des caractéristiques avec des variabilités entre les pays, les États, mais les coups d'État depuis 2020, on va dire comme ça, devient quelque chose même de normal et récurrent. Et je me pose la question, à qui profitent vraiment ces coups d'État-là, sachant les conséquences négatives qu'il y a sur le développement, l'épanouissement d'un pays. Et puis, je me rends compte que dans tous ces pays où il y a des coups d'État, il y a aussi les pillages des ressources, le maintien ou bien la manipulation plutôt, excusez-moi, des constitutions, la longévité des gouvernants, et tout ça, c'est ça qu'on voit qu'en Afrique subsaharienne et qui ralentit. Donc, je suis arrivée à la conclusion que nous ne sommes pas sortis de l'indépendance. Hein? En Afrique subsaharienne, en moyenne, c'est autour de 1960. En fait, on n'est pas sorti de la colonisation plutôt. On est maintenu dans la colonisation. Avec l'évolution du temps, on a cherché d'autres outils pour maintenir l'Afrique dans un sous-développement qui, effectivement, comme j'ai écouté les uns et les autres, permet d'arranger les intérêts sur le plan international. Et en plus, à l'intérieur, maintenant, nous avons ces valets locaux qui, entre eux, ont des alliances ou des mésalliances qui font que ces situations viennent s'ajouter à la situation compliquée et qui maintient l'Afrique dans le sous-développement. Je parle surtout de l'Afrique subsaharienne. Vraiment. Parce que quand on voit l'Afrique du Nord, de toutes les façons, se mettre vraiment, c'est d'autres configurations, mais on voit quelque chose qui nous ressemble tous. Hein, la CEDEAO est là, elle est là, je sais pas pour faire quoi, elle-même dépend des puissances, et puis voilà, les États d'Afrique subsaharienne ne sont pas sortis, n'ont pas encore leur réelle autonomie. Voilà ce que je cherche à dire. Je ne sais pas si je me suis fait expliquer. Alors, pour vous, vous avez dit que rien ne justifie cette tentative de coup d'État au Bénin. Alors, comparer le Bénin à d'autres pays de la sous-région ouest africaine, et je le dis tantôt, Patrice Talon, qui ne sera pas candidat en 2026,
On a vu, il n'y a pas une manifestation grandiose au Bénin où Patrice Talon a sorti son armée, des militaires pour mater le peuple béninois, et l'armée vient en rescousse, comme le cas il y a quelques années en Guinée-Conakry, où Mamadou Doumbouya avait argumenté son coup d'État parce qu'il dit j'ai écouté les pleurs de mon peuple. Alors, ce n'est pas le cas au Bénin. Et dans cette émission, on a parlé aussi d'un bon et mauvais coup d'État. Alors, nous sommes très intelligents quand même, africains aussi, on devait l'être. Alors, dans cette condition où l'Occident veut nous mélanger un petit peu, diviser pour régner, ça c'est clair aussi. Alors, quelle analyse objective faire de cette tentative de coup d'État, surtout au Bénin? Alors, même si vous ne soutenez pas le coup d'État, alors que doit-on comprendre en tant que bon Africain patriote? Rien qu'en regardant le Bénin, sûrement que c'est des indices. Hein. Ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau peut-être de l'armée, au niveau de la société, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la gouvernance de Talon n'est pas tout à fait ça vacille. parfaite. Voilà, c'est ça. Donc, on peut dire, dans un premier temps, on peut dire ça aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas que des raisons internes. Il peut y avoir, comme M. Elouche l'avait dit, des raisons externes aussi qui peuvent expliquer ce coup d'État-là. Mais comme je le dis tout à l'heure, je n'aime pas les coups d'État. Il n'y a pas de bon ou mauvais coup d'État. Le coup d'État, jusqu'à présent, depuis 2020, on l'a vu, n'a rien amené de nouveau dans tous ces pays-là. Il y en a qui ont avancé que c'est pour des raisons sécuritaires qu'ils ont pris le pouvoir. En tout cas, maman Dédé, attendez. Nous sommes en sensibilisation. Je pense pour beaucoup de panafricains et des Togolais aussi, hein, il y a des bons coups d'État. Bon coup d'État, c'est-à-dire lorsque, attendez, c'est pas de moi, j'ai lu ça un peu partout. C'est lorsque un peuple martyrisé décide de se soulever. Par exemple, le cas du Togo, par exemple, ça fait plus d'une soixantaine d'années. On vit sur une dictature. Si le peuple togolais se soulève du nord au sud, les mains nues, et que Faure Gnassingbé sort dans les rues, les militaires, pour mater le peuple togolais, une armée républicaine, une partie de l'armée républicaine peut intervenir et soutenir le peuple. Là, on ne peut pas parler d'un mauvais coup d'État. Là, ce n'est pas un coup d'État. Je pense qu'on peut choisir notre mot. Je pense qu'on peut dire que c'est une révolution appuyée par une armée. Oui, on ne parlera pas de coup d'État. Donc, je pense qu'on doit être clair. C'est ce qu'on a vu en 2014 au Burkina et tout récemment à Madagascar, si on veut parler du continent africain. Bien sûr, ça, ce n'est pas un coup d'État. Parce que là, l'armée a joué son rôle en protégeant la population, la nation. Au Burkina, on l'a vécu, hein, où à un moment donné, ils ont commencé à tirer sur ces enfants et après, ils se sont dit non, ils ont déposé les armes. Ils n'ont pas retourné l'arme contre le président qu'on essaye de faire partir, mais ils étaient du côté du peuple, poser les armes. Il y a une différence. Ce n'est pas un coup d'État. Le bon coup d'État, là, c'est encore une autre politique. C'est pour alimenter ce schéma-là qu'on vit depuis les années 60. D'accord. On a compris. Hein? C'est un schéma non vertueux. Merci. On fait un coup d'État, on ne sait pas qui vient. Ces coups d'État-là qui se sont passés récemment. Il y a eu un changement. Regardez dans les pays, au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée. Il n'y a pas eu de civils. Les militaires ont pris le pouvoir, mais veulent le garder. Il n'y a pas eu de civils. Et veulent le garder. Donc, on recommence la même chose. Merci. On se pose la question, à qui profitent ces coups d'État? D'accord. Donc, les têtes pensantes qui sont là avec toi, qui sont sur ce panel, moi, j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on amène à chaque peuple de s'émanciper vraiment par la connaissance. Le pouvoir est au peuple. D'accord. Merci, Maman Dédé. Quel que soit où on se trouve. Merci. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Merci. Voilà, Amos. Merci pour ta réaction et bonne soirée en toute résistance. On va conclure cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avolité. Vous qui tapotez également avec TikTok Live, continuez à tapoter pour mettre en actif cette émission-là. On conclut avec
Lawson Yellow, d'abord, je pense qu'il est un petit peu pressé de partir. Tiens, est-ce que tu es toujours avec nous? Je ne t'entends pas. Il m'a l'air en pause, donc D'accord. s'il est revenu. Allez, Non, je suis toujours avec vous, je vous suis avec beaucoup d'attention. D'accord, attends, on va conclure rapidement. Là, je pense on a essayé de dire beaucoup de choses. Alors, concrètement, et sans langue de bois pour conclure, qu'est-ce que nous devons retenir, nous, Africains de la sous-région ouest africaine, si vous n'êtes pas d'accord avec cette tentative de coup d'État, vous n'êtes pas d'accord avec cette intervention militaire de la CEDEAO, notamment qui vient de sauver Patrice Talon, vous rejoignez un petit peu le communiqué du parti politique béninois, donc PCB, Parti communiste béninois, qui a dénoncé dans ce communiqué cette tentative de coup d'État. Mais en même temps, le parti PCB n'est pas d'accord avec cette intervention militaire d'une armée étrangère, mais du Nigeria qui est pays frère ou bien voisin. Et là, finalement, on est entre deux. Qu'est-ce que nous devons conclure? Que devons-nous apprendre de cette tentative du coup d'État? Surtout Patrice Talon, qui doit revoir aussi sa copie, même si dans 4 mois, il sera plus président quand même. Oui, je crois que la solution, c'est que Talon revoie sa copie. Il y a 4 mois pour... Ta voix est toujours basse. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton téléphone quand même, mais bon, vas-y. Moi, j'ai du problème. Il y a 4 mois pour réconcilier le peuple du Bénin, le peuple historique du Bénin, et créer les conditions, respecter la tradition démocratique, et créer les conditions pour que le peuple béninois choisisse son destin et sa destinée. Faire attention au Togo, à Fournier, il pourrait manipuler, il pourrait utiliser son influence pour influencer la situation au Bénin. Donc voilà ce que je peux dire pour conclure. Tout en disant que vous voulez rester toujours mobilisé et que le panafricanisme a utilisé la souffrance pour se faire de l'argent. Restons debout, chassons Fournier, que le conseil vient de pour chasser. Donc les militaires béninois qui ont essayé la tentative, qu'ils nous donnent leurs arsenaux et leurs hommes, et nous allons l'utiliser pour libérer le Togo. Et comme ça, ils pourront aussi, le Togo c'est leur pays, et ça sent fort pour que le Togo devienne un pays démocratique. Voilà, en tant que leader des pyramides et d'un mouvement panafricain. Merci. La fin, on t'a vraiment pas entendu, Cheikh. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je t'ai même pas suivi. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton téléphone. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors, bon, c'est pas grave. Nous sommes en direct. Les aléas du direct. Alors, on va conclure également avec Adama Coulibaly, le Burkinabé. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission? Nous voulons aller vers une CEDEAO des peuples. Nous voulons l'Union africaine. Nous voulons la solidarité africaine. Alors, que comprendre, ou bien, quelles leçons tirer de cette tentative de coup d'État au Bénin où Patrice Talon n'est plus président, n'est même pas candidat, je vais dire, ne sera pas candidat, n'est pas candidat à aux prochaines élections présidentielles au Bénin. Adama Coulibaly. Alors, plusieurs observations. La première, c'est de rappeler ce qu'a dit un des intervenants tout à l'heure, à savoir que la modification de la Constitution qui a été opérée par Patrice Talon lui laisse toute latitude pour gouverner à distance, c'est-à-dire partir sans partir. Et ça, c'est problématique. Et il a piétiné les textes même de la CEDEAO en la matière. On est à moins de 6 mois des élections. Il fait des modifications de cette envergure. La CEDEAO ne s'en émeut pas, mais elle est prête tout de suite à prendre les armes et à venir bombarder des gens au Bénin, et même au point où les pilotes de certaines armées et les pilotes de certains avions militaires se sont trompés plus ou moins de direction et ont été atterris à Bobo-Dioulasso au Burkina. Il y avait vous avez dû suivre ça.
ça veut dire qu'il y avait panique à bord en réalité. Donc, là-dessus, il faut quand même éviter d'insulter l'intelligence des peuples. Ça, je pense que cela a pu jouer dans ce qui se passe là. Alors, une autre observation, c'est de rappeler que ce qui se passe n'est pas du tout anodin et qu'il y a des jeux de rôle, il y a comment dirais-je, des stratégies, des tactiques de domination, de maintien de la préséance de la France-Afrique et au-delà de l'OTAN sur nos pays dans cette période de transition énergétique où ils ont besoin de contrôler ce qui se passe. L'OTAN et toutes les puissances impériales, il y en a beaucoup en Afrique aujourd'hui, hein, de contrôler ce qui se passe, l'Afrique étant incontournable depuis le début de la création du capitalisme jusqu'à maintenant. Eh bien, dans ce jeu-là, il y a que, quand j'entends dire que le Bénin est sûr pour les Togolais, est-ce que ça c'est vrai? Je ne suis pas sûr. Il ne faut pas dire les Togolais. Pour des opposants togolais. Puisqu'on a cité tout à l'heure des Togolais qui sont en prison au Bénin aussi. Donc, c'est une question, je reviens là-dessus, c'est une question d'intérêt de classe. Et nous autres panafricanistes devons comprendre que le panafricanisme authentique, c'est la volonté, le désir profond de réparer ce qui a été détruit en l'homme africain. On l'a nié dans son existence même, dans son être. On l'a nié en tant qu'être humain. On l'a utilisé comme force de travail. On l'exploite encore aujourd'hui. Et on a déchiqueté son lieu de vie, l'Afrique, à Berlin. Et on continue de le martyriser. Le panafricanisme authentique doit tendre à réparer cette erreur et redonner à l'Africain partout où il se trouve sa dignité d'homme, de femme. De ce point de vue, que ce soit dans l'AES, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, partout ailleurs, il faut que la dignité de l'homme africain soit respectée. Si ce n'est pas le cas, c'est un faux panafricanisme. Nous avons organisé à Dakar, en octobre 2024, au sein de la dynamique unitaire panafricaine, dont je suis secrétaire général, une rencontre internationale qui avait pour thème panafricanisme de combat, anti-impérialisme et panafricanisme de combat. Pour nous, le panafricanisme est forcément révolutionnaire. En ce sens où ça va redonner à l'Africain sa dignité, donc contre tout ce qui a été construit à l'égard de l'Africain de façon négative depuis plusieurs siècles. Donc, je pense que nous devons savoir nous reconnaître. Adama Coulibaly, avant que vous ne continuiez, j'ai oublié de vous soumettre une question sur votre vision du panafricanisme du gouvernement togolais. Oui. Ce 9e congrès panafricain au Togo, où des panafricains ont pris part, surtout Franklin Nyamsi, que vous connaissez aussi, et Nathalie Nyambe, qui finalement elle s'est confiée à nous, elle dit, moi j'y vais pas, Nathalie Nyambe, parce que pour elle, le Togo n'est pas, ou bien le gouvernement de Faure Gnassingbé n'est pas un pays panafricain. Est-ce que vous, je sais que vous ne pouvez pas y aller, mais parlez-nous un petit peu de votre vision, de la manière vous voyez la chose aussi. Quand on organise un 9e congrès au Togo, où au Togo on tue en silence, vous le savez. C'est de bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Voilà pourquoi nous devons dénoncer au niveau de la dynamique unitaire panafricaine. Et donc, je rappelle, je suis secrétaire général, nous venons de publier un communiqué où nous dénonçons avec énergie la tenue de ce 9e congrès panafricain comme étant une imposture. Donc c'est clair, c'est notre position. Et pour nous, le panafricanisme est essentiellement un panafricanisme révolutionnaire qui doit tendre à rétablir la dignité de l'homme africain et du continent et la liberté de l'Africain et la réunification de l'Afrique dans son entièreté. Mais par stade successif.
successifs, pardon. Donc là-dessus, c'est très clair. Mais c'est des bonnes guerres que des gens qui, même dont certains qui ont été des militants révolutionnaires comme l'ex-président Alpha Condé, qui a dirigé la Fédération des gens d'Afrique noire en France, finalement change de fusil d'épaule. Ça, c'est des bonnes guerres. Mais ça ne doit en aucune façon décourager ceux qui se battent et qui croient que nous sommes aussi dignes que tous les autres et que nous sommes certainement même beaucoup plus dignes puisque nous avons indiqué au reste du monde ce qu'il fallait faire depuis l'Égypte ancienne, en passant par la charte de Kourkan-Fouga, en passant par ce qui s'est passé précisément au Bénin, où les esclavagistes ont été freinés tantôt. Ce pays-là même, où le roi Guézo a dit si tous les fils du pays par leurs mains assemblées venaient boucher les trous de la jarre, ben, le pays serait sauvé. Et donc cet appel à l'unité des combattants, des dignes fils d'Afrique est nécessaire. Et c'est à nous autres panafricains aujourd'hui d'assumer cette tâche-là et de savoir nous reconnaître au-delà des nationalités qui nous ont été imposées par cette forfaiture de Berlin en 1884-85. Le vrai panafricanisme est profondément africain. Il est à la fois togolais, béninois, burkinabé et tout ce qui va avec, et il doit dénoncer dans son pays et dans les autres pays tout ce qui va à l'encontre des droits de l'homme, de l'Afrique et de l'Africain et des autres nationalités également. Voilà notre conception du panafricanisme. Et voilà pourquoi nous devons considérer que le panafricanisme, c'est une attitude de combat, de lutte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Dénoncer déjà, c'est lutter, mais ça ne suffit pas. Il faut s'engager de manière concrète. Exactement. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer un parti. Mais lutter, c'est manifester aussi. Mais c'est aussi créer les conditions de l'unité d'action. D'accord. L'unité d'action qui peut faire basculer les choses dans un sens comme dans l'autre. Merci. Il a été rappelé tantôt ce qui s'est passé au Burkina en 2014. Le peuple s'est soulevé. Mais avant cela, il y a eu plusieurs soulèvements où le président Compaoré a réprimé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ça a été dit, moi je ne l'ai pas dit, la situation n'est pas aussi simple que cela dans le Sahel. Ça c'est vrai, puisqu'il y a encore le terrorisme. Il n'est pas éradiqué. Et est-ce que les peuples ont autant de capacités d'expression dans cette zone-là qu'ailleurs? Eh bien, c'est ensemble que nous pouvons sauver l'Afrique. Si nous sommes divisés et si nous pensons être du pays qui nous a été légué par la colonisation et que nous jugeons les choses par ce prisme-là seulement, eh bien, la division va rester et c'est toujours les mêmes qui vont continuer à régner sur nous. D'accord. C'est-à-dire des puissances étrangères. Merci. En tout cas, merci beaucoup à Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du parti politique l'Alternative patriotique panafricaine APP Burkindi, parti politique basé au Burkina Faso. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, à très bientôt en toute résistance. Bonsoir. On conclut également avec Rufin Ganda. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette tentative de coup d'État, puisque vous avez dénoncé également comment on peut le qualifier, Patrice Talon, qui est un peu dur avec l'opposition au Bénin, et a tenté d'écarter, ou bien a essayé, ou bien a réussi à écarter l'opposition par rapport à ces prochaines élections présidentielles au Bénin. Alors, quelles leçons, nous, de la sous-région ouest-africaine, surtout togolais, béninois, burkinabé, même de l'AES, devons nous tirer de cette tentative de coup d'État? Rufin Ganda, pour conclure. Merci beaucoup, mon frère Amos. En dehors de la France-Afrique et puis de l'impérialisme en général, qui est un danger pour les Africains, il y a un danger que nous sous-estimons beaucoup. Un danger qu'on sous-estime. C'est Faure Gnassingbé. Jusqu'ici, je ne sais pas si beaucoup sous-estiment ce monsieur. Ce monsieur qui est en train de créer son propre bloc, qui est en train de créer son propre système. Ce monsieur que la France-Afrique même n'arrive pas à maîtriser. Ce monsieur qui est entre la France-Afrique, le bloc occidental et puis le bloc des BRICS. Et ce monsieur qui tire les ficelles. Ce qui s'est passé au Bénin, je vous assure que Faure Gnassingbé est quelque part l'initiateur. Et
Là, vous n'avez pas les preuves quand même. Ce sont des affirmations. Mais on n'a pas besoin de mettre les preuves sur la table. Les preuves ça parle d'elles-mêmes. Hein. Ça parle d'elles-mêmes. Les preuves sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Si nos frères panafricanistes aujourd'hui, qui se réclament du panafricanisme aujourd'hui, se sont rassemblés chez Faure Gnassingbé, qui depuis longtemps animalise son peuple et a déshumanisé son peuple, mais prône un panafricanisme qui ne dit pas son nom, et nos frères sont là-bas pour le soutenir, tout en critiquant Talon qui a construit son pays. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous devons revoir nos positions. Faure Gnassingbé est en train de tirer l'Afrique vers le bas, la sous-région vers le bas, pour se maintenir au pouvoir pour ses propres intérêts. Alors, mes chers Togolais, mes chers Africains, nous devons nous réveiller. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est l'œuvre, non seulement de l'impérialisme occidental, c'est aussi l'œuvre de Faure Gnassingbé, surtout. Donc, moi je demande aux vrais panafricanistes d'agir. Nous devons tout faire pour écarter Faure Gnassingbé. Nous devons tout faire pour l'étouffer. Aussi longtemps que Faure Gnassingbé sera au pouvoir, aussi longtemps que le système Gnassingbé sera toujours en marche, nous aurons toujours des problèmes. Ceux qui pensent que Faure Gnassingbé c'est la solution, ils se trompent. Nous nous trompons. Donc, je vais dire à tous les vrais panafricanistes de lever le poing et d'empêcher Faure Gnassingbé d'évoluer dans ce système, d'empêcher Faure Gnassingbé d'instaurer un panafricanisme biaisé qui viendra ici démanteler le vrai panafricanisme. Merci. Merci, Rufin Nganda. Merci infiniment. On conclut cette émission avec notre réaction d'ailleurs, d'abord par le modérateur Seignator. Si vous avez votre réaction, une intervention rapidement avant de la parole à Rodrigue Aïgo. Seignator Asafotato. Yeah, ok, moi en très peu de mots, je dirais que je suis absolument Rufin Nganda. Faure Gnassingbé est notre mal, et pour contredire ma sœur Adangwe qui est partie, le dernier coup d'État officiel qui arrêtera tous les autres coups d'État, ce sera celui du Togo. Et le monde va retrouver la bonne voie normale d'une démocratie ou une démocratisation des peuples. Nous sommes un peuple panafricain par essence, et ce n'est que nous qui allons rétablir ce concept-là. Donc, ma sœur, on en reparlera et on va œuvrer pour. Je vais pas être long, je laisse la parole à Rodrigue. Et merci à Rufin et mon frère Adama. Merci. Merci également à toi. Alors, Rodrigue Aïgo, là, je sais que c'est compliqué pour toi, en tant que journaliste, de donner aussi ton avis souvent dans tes émissions, mais tu le fais tout le temps. Là, l'heure est grave. Surtout pour beaucoup de Togolais d'ailleurs. Donc tout à l'heure, Adama Coulibaly n'est pas totalement d'accord que Rufin Nganda pense que le Bénin est acquis pour le peuple togolais. Alors, cette histoire de tentative de coup d'État au Bénin interpelle surtout beaucoup plus les Togolais, parce que je l'ai dit tantôt, quand Faure Gnassingbé réprime son propre peuple, il y a deux refuges, au Ghana ou au Bénin, ça c'est clair. Donc, nous, Togolais, surtout, en tant qu'Africains aussi, en termes généraux, que doit faire Patrice Talon après cette tentative de coup d'État? Patrice Talon qui est aussi estimé par bon nombre de Togolais aussi sans langue de bois. Moi, j'entends beaucoup de choses. Des Togolais disent, oui, au moins au Bénin, c'est comme ça. Avant, le Bénin n'était pas comme ça. Il faut le dire sans langue de bois. Beaucoup de Togolais, dans cette lutte, estiment Patrice Talon. Mais en même temps, on n'est pas d'accord que Patrice Talon, reste toujours dans cette histoire de France-Afrique-là. Ta conclusion, Rodrigue Aïgo. Merci beaucoup, Sylvain Amos. Je vais rappeler un fait avant de répondre à ta question et dire trois choses. Ce que je vais rappeler comme fait. Il nous souvient qu'à l'époque où Dr Thomas Yayi était président au Bénin, un compatriote, Akila François Isoboko, était en mission au Bénin ici, et il a été arrêté avec
comme première intention son rapatriement vers Lomé. Et il y a eu de sérieuses discussions et au finish, il a été admis sur conseil d'un homme très intelligent ici au Bénin qui a suggéré à ce que si rapatriement ou renvoi il doit y avoir, de plutôt le renvoyer vers son pays de provenance, c'est-à-dire la France. Et c'est ce qui fut fait. Mais on a scruté qu'à l'époque, dans les approches, l'homme a échappé à une tentative d'assassinat à son hôtel par les gardes rapprochés qu'on lui avait affectés à l'époque. Ce qui voudra dire que ce n'est pas aujourd'hui que le Togo tenterait, ou bien c'est pas la première fois que le Togo tenterait une incursion dans le système sécuritaire au Bénin. Ça, c'est un fait. Et ce n'est pas un mensonge. Parce que l'homme dont j'ai cité le nom est là aujourd'hui et pourra témoigner de cette triste réalité-là qu'il a vécue sur le territoire béninois. L'autre chose à rappeler, aujourd'hui, quoi qu'on dise, on n'a pas encore arrêté un Togolais au Bénin pour son opinion politique et le rapatrier vers le Togo. Les Béninois sont en train de régler leurs affaires entre eux. Et s'il y a eu une entrée du Bénin sur le territoire togolais, tout le monde a su comment cette histoire d'arrestation de Amoussou, je crois, a été fait notamment au Togo et les implications que ça a eu plus tard. Et il y a beaucoup de Togolais ici depuis les incidents qui ont suivi la conférence nationale souveraine au Togo, et donc le Bénin s'est révélé jusque-là un terrain ou un territoire d'accueil, tout comme le Ghana, aux Togolais qui fuient la dictature et la tyrannie donc des Gnassingbé. Ça, c'est un rappel très important. Maintenant, sur ce qui se passe ici, il faut reconnaître que, quoi qu'on dise, au-delà de la condamnation du coup d'État, parce que il n'y a pas de... Moi, je l'ai dit l'année dernière à la tribune du Forum Sahel-Europe, que il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État au regard de la définition que l'Union africaine en donne dans sa charte, en son article 23, si j'ai bonne mémoire, et il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Et si on s'en tient à cette définition, la révision constitutionnelle opérée par Patrice Talon est un coup d'État constitutionnel. Et donc, son implication déboucherait sur l'organisation d'une élection qui porte aussi entorse au protocole additionnel de la CEDEAO et qui remet aussi ou qui défie la définition donnée par l'Union africaine au coup d'État. Donc, ça voudra dire qu'on assistera à un coup d'État électoral. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas difficile de le reconnaître. Maintenant, on ne peut pas applaudir parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a mort d'homme. Et à quelques semaines de la fin d'un mandat, qu'on choisisse maintenant de porter atteinte à la vie de l'homme sur la base des difficultés que le pays traîne depuis 9 ans, ça, je ne pense pas qu'il faille applaudir. Quelqu'un a parlé des analyses sur la base des intérêts. Parce que nous, aujourd'hui, si on sait déjà qu'on a des difficultés, un peu de difficultés au Ghana. Parce que ce que les Togolais vivent avec crainte au Ghana, ce n'est pas facile. Et nous savons les relations que nous avons avec le Burkina, par exemple. Et aujourd'hui, aucun Togolais, en froid avec le système qui régente la vie du Togolais de façon dictatoriale et de main de fer, ne se sentirait à l'aise dans aucun pays de l'AES. Ni au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Moi, la dernière fois, j'allais prendre un vol. J'ai insisté au niveau de la compagnie que je ne prendrais aucun vol qui ferait escale dans l'un de ces 3 pays, de peur qu'on m'arrête et qu'on me rapatrie vers Lomé. Et donc, à côté, Sylvain Amos, la plupart des Togolais de la diaspora, s'ils veulent rencontrer leur famille parce qu'ils ne peuvent pas aller à Lomé, ils le font ici sur le territoire béninois. Ce qui voudra dire que nous avons plus intérêt que les Béninois à ce que la stabilité et la paix puissent régner ici. Et c'est pour ça que nous ne sommes ni d'accord pour la façon dont
le pays est politiquement divisé à cause de la gouvernance et nous ne serons ni d'accord avec quelques tentatives de coup d'État que ce soit. Maintenant, revenons à à ta question, ce que Patrice Talon devrait faire. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il faut desserrer les vis. Il a fait ce qu'il devait faire. Il est en train de partir aujourd'hui. Il a quand même été gourmand quand même. Il a été trop gourmand. Voilà. Mais on le soutient. On le soutient. Je me souviens que dans l'affaire de tentative de déstabilisation du pays, une affaire dans laquelle le professeur Joël Aïbo et Ricky Amadougou ont été arrêtés et condamnés, certains pour 20 ans, d'autres pour 10 ans d'emprisonnement, j'ai adressé personnellement 2 lettres au président Talon, lui demandant, pendant qu'il tient tous les leviers du pouvoir, et pendant qu'il a, si on se situe dans la logique d'une certaine véracité de cette affaire-là, pendant qu'il tient les tenants et aboutissants, il pourra, en tant qu'humain, en tant que père de famille, en tant que père d'une grande famille qu'est le Bénin, libérer donc cette dame et les autres qui ont été arrêtés dans cette affaire, tout en prenant les dispositions pour que ces faits-là ne se reproduisent plus. Ça aussi, c'est de la grandeur d'homme. J'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec feu Jerry John Rawlings et ce qu'il a eu à faire pour qu'aujourd'hui, le niveau de démocratie au Bénin, au Ghana plutôt, soit maintenu. Je pense que Patrice Talon peut le faire. Et donc, desserrer les vis. Il n'est jamais trop tard, hein. Il peut encore reconsidérer les choses et penser à l'organisation d'élections démocratiques, libres, transparentes et surtout inclusives, parce que participer seul à un tournoi, ce n'est plus un tournoi, ça devient un entraînement et personne ne s'entraîne seul. Donc, s'il faut s'inscrire dans la dynamique d'entraînement, il faut aussi organiser une sorte d'adversité et je pense que ce n'est pas difficile à faire, il pourra le faire pour gagner encore en grandeur. Et pour finir, parlant de cette histoire de panafricanisme, moi je pense que ce qui se passe au Togo est plutôt un appel à l'éveil de conscience à notre niveau, parce que nous nous rendons compte que, contrairement à ce que nous pensions de la bonne compréhension du panafricanisme par ces pseudo-panafricains qui se retrouvent à Lomé, ils n'en est rien du tout. Ils n'en comprennent rien du tout. Et donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile et leaders d'opinion, qui avons encore notre tête sur notre épaule, et sachant bien que le panafricanisme appelle à la culture de certains principes et de certaines valeurs, notamment la considération de la vie humaine, notamment la liberté, notamment la démocratie et notamment les droits, le respect des droits humains, personne ne peut, en pleine connaissance de cela, avaliser ce qui se passe à Lomé. Et donc ça, c'est un appel qui nous est lancé pour que nous puissions sensibiliser davantage et expliquer ce qu'on met dans le panafricanisme et revenir sur les grandes figures qui ont qui marquent le parcours du panafricanisme et pourquoi ces figures-là, qui ne sont pas trop nombreuses, parce que je me suis amusé la dernière fois à en compter, ça ne fait pas 10. Ça ne fait pas 10. Et si ça ne fait pas 10 sur un continent qui a 52 pays, ça voudra dire que ce n'est pas forcément un Faure Gnassingbé qui est arrivé en marchant dans le sang de plus de 1000 Togolais en 2005 et dans le sang de entre 400 et 500 Togolais selon le rapport de l'ONU pour arriver au pouvoir, qui serait adulé par les pseudo-panafricains et les États de l'AES comme sauveurs de leur fédération. Je m'arrête là. Merci. Merci infiniment, Rodrigue Ago. Merci pour ta parfaite collaboration. Merci infiniment à notre modérateur, à vous également qui avez tapoté, partagé, à nos invités, Adama Coulibaly, Tché Nyamasadi Lorsainlou et Rufin Ganda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons retenir cette citation du grand panafricain, paix à son âme, hommage à lui. Thomas Sankara l'a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. À tous les panafricains, la résistance doit continuer. Et surtout, comme nous sommes Togolais, on doit rappeler à tous les Togolais que le combat doit continuer.
Nous allons revenir dans les prochaines émissions sur cette manifestation du 8 décembre. Ce n'est pas un échec. C'est la continuité de la résistance. Ne parlons jamais d'échec. Car quand on est résistant, on doit résister. Et c'est pour cela que je dois encore paraphraser, encore toujours un Burkinabé. Joseph Kizerbo qui a dit ceci. D'abord, dans une langue locale au Burkina Faso, dans l'Ara, on Sara. J'espère que le grand frère burkinabé comprend ça. Dans l'Ara, on Sara. Ce qui veut dire, si nous Togolais, nous nous couchons, nous sommes morts. La résistance continue. Merci à vous et à très bientôt. À vous l'été. Coucou les Tétinta et en Bambara au Mali, Keleke Tani.